Bien, est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui, monsieur. oui, monsieur. Très bien, d'accord, on peut commencer. Bien, alors donc comme ça va devenir donc une habitude, donc il me faut quelques personnes donc avec leur caméra, donc pour qu'on puisse un peu, qu'il y ait un minimum d'interaction. Alors j'attends toujours, donc il y en a quatre ou cinq alors. Bien, alors, alors la dernière fois donc on a parlé un peu donc j'ai présenté le cours, donc on a parlé un peu donc du cheminement donc logique, donc de la succession des chapitres donc qu'on va essayer de voir le long de ce semestre. Donc si vous vous rappelez, donc j'ai bien précisé qu'on va suivre donc un cheminement logique, c'est-à-dire donc tout simplement on va faire comme si on va réaliser une analyse. Et on va commencer par le commencement et on va progresser petit à petit donc jusqu'à arriver donc à cette analyse. Donc je vous ai également précisé donc en fait qu'il y a beaucoup d'étapes donc qui viennent avant l'analyse, avant de pouvoir donc faire cette analyse. Donc il faut déjà préparer donc son échantillon donc et préparer également donc ce qu'on veut analyser. Donc c'est rare donc les fois où que votre échantillon donc est analysable directement donc juste après prélèvement. Alors on avait parlé donc de la première des choses, donc c'est-à-dire donc cette question d'échantillonnage. Donc étant donné que vous pouvez pas dans la majorité des cas donc analyser toute une population, donc, et là, je reprécise que à travers donc ce mot-là, population, donc ce que je veux dire, donc est-ce que je désigne, donc c'est pas nécessairement donc des êtres vivants, donc ça peut être n'importe quoi. Donc une population, c'est un ensemble donc d'un élément, donc et qu'on ne peut pas donc analyser en totalité, donc que ce soit vivant ou pas vivant. Et à ce moment-là, donc il faudra donc se contenter d'une petite partie, donc et c'est ce qu'on appelle un échantillon. Alors, donc, cette opération donc, n'est pas aussi simple qu'elle en a l'air, donc elle est assez complexe. Donc, il y a toute une science donc, qui s'intéresse à ça, donc, qu'on appelle méthode ou technique d'échantillonnage. Donc, ce qui était important pour vous, donc, c'est juste de comprendre que, en fait, donc, il y a certaines conditions pour que votre analyse donc soit ait un sens, pour qu'elle soit valable. Donc, il faut que cet échantillon donc soit représente la population. Donc, et il faut qu'elle soit représentative. Donc, la chose qu'on avait discutée la dernière fois. Alors, représentatif, ça veut dire tout simplement que dans ce petit nombre d'échantillons, dans ce petit nombre d'essais que vous allez faire, donc il faudra absolument qu'il y ait toutes les caractéristiques de votre population. Il faudra que les résultats que vous allez trouver, que vous puissiez les généraliser à l'ensemble de la population. Donc voilà ce que ça veut dire. Après, donc, il y a des méthodes dont on avait discuté donc très, très, très brièvement la dernière fois pour dire en fait qu'il y en a donc des méthodes
dans lesquels donc, on va faire jouer le hasard pour essayer de choisir donc, les individus. Il y en a d'autres donc, dans lesquels on va tout d'abord donc, sélectionner des groupes et après, donc, il faudra choisir au hasard à la fin donc, les éléments à analyser. Donc, deux grands groupes de méthodes d'échantillonnage, probabilistes et non probabilistes. Alors, on a avancé donc, à essayer de faire cette analyse. Donc, et rapidement, donc, on s'est rendu compte qu'il y a d'autres conditions. C'est-à-dire, il faudra que cet échantillon-là ne soit pas détérioré, ne soit pas modifié. Donc, il faudra qu'il soit bien conservé. Alors, détériorer, modifier, donc il y a plein de choses donc, qui peuvent modifier un échantillon ou l'altérer. Donc, ça dépend de ce qu'on veut analyser. Donc, ça, on en a parlé également donc, la dernière fois, donc, pour l'expliquer donc, en long et en large. Donc, ça dépend de votre échantillon. Si c'est une molécule que vous voulez analyser, cette molécule est très sensible à la température. Donc, il faudra prendre la précaution pour que votre température donc, soit la bonne pour la conservation de votre échantillon. Si ce que vous voulez analyser, donc, c'est une population microbienne, donc là aussi, donc il faudra prendre en considération que la population microbienne que vous voulez analyser soit exactement celle d'origine, c'est-à-dire tout simplement, il faudra que vos micro-organismes ne disparaissent pas entre le temps du prélèvement et le temps d'analyse, mais il faudra non plus qu'il n'y ait pas d'autres micro-organismes qui vont s'ajouter à votre échantillon. Et là, on parle de contamination. Donc, il ne faut pas que votre échantillon soit contaminé par d'autres micro-organismes qui n'étaient pas présents dans votre échantillon à l'origine. Donc, ce n'est pas l'objectif. Votre objectif, c'est de déterminer peut-être le nombre, peut-être aussi donc, le type de micro-organismes qui étaient dans votre échantillon à l'origine et pas ceux qui vont s'ajouter par contamination dans votre échantillon et pas ceux qui vont disparaître tout simplement parce qu'ils vont mourir, parce que votre échantillon n'a pas été correctement conservé. Bien, alors donc à travers tout cela, donc ça a été discuté la dernière fois, donc pour dire cette question de conservation, elle est liée à ce que vous voulez analyser. Alors maintenant, souvent, il s'agit d'arrêter des réactions chimiques ou d'arrêter des proliférations ou des contaminations microbiennes. Alors, arrêter des réactions chimiques, donc ça, on sait faire, donc il faut abaisser la température à un maximum, quoique donc, dans certains cas particuliers, donc on peut élever la température pour arrêter les réactions chimiques. Alors, est-ce que quelqu'un de vous donc s'en souvient dans quel cas on peut avoir recours à une élévation de la température pour arrêter des réactions chimiques? Alors, je vous écoute. Est-ce que vous en avez le souvenir ou pas? Monsieur, Oui. c'est dans le cas où on va accélérer ou favoriser la réaction chimique. C'était quoi ma question, mademoiselle? Comment ces facteurs agissent sur l'échantillon? Non, non, pas du tout. C'était pas ça la question. Monsieur, on Alors, peut dire que la dénaturation d'ADN, qui est liée à comment ça, la une... dénaturation de l'ADN? Monsieur, au cas où on a des enzymes dans notre échantillon et on veut que ces enzymes, on veut les dénaturer. Dénaturé. Donc voilà, Dénaturer. très bien. Donc c'est exactement ça. Donc en fait, dans les cas des réactions biochimiques, donc il y a au lieu d'abaisser la température pour empêcher donc une réaction, on peut élever donc la réaction parce qu'on sait que ces réactions elles sont catalysées par des enzymes et on sait que des enzymes sont dénaturées par la température. Alors, si vous élevez la température, vous allez dénaturer les enzymes. Si vous dénaturez ces enzymes-là, il n'y aura plus de réaction chimique. C'est comme ça que vous empêchez vos réactions dans un échantillon biologique, par exemple.
Donc, je répète, généralement, pour arrêter donc une modification des caractéristiques de votre échantillon suite à une réaction chimique, donc le plus souvent, on a recours à une diminution de la température. Donc ça, on vous l'a dit et vous l'avez appris depuis votre secondaire, depuis votre lycée, qu'en fait, la température favorise les réactions chimiques parce que là, j'espère que vous l'avez compris donc, maintenant, que cette température n'est rien d'autre qu'une traduction de la agitation moléculaire. Donc, pour que des molécules réagissent, il faudra déjà qu'elles se rencontrent et ils ont plus de chances de se rencontrer s'ils bougent, s'ils s'agitent très, très rapidement. Alors, pour empêcher ça, donc, il faudra baisser la température. Donc, c'est généralement ce qu'on fait. Donc, toutes les réactions chimiques, donc, elles ont des vitesses très, très basses, très réduites, donc à basse température. Mais il y a un cas particulier, donc c'est les cas des réactions catalysées par des enzymes. Alors, si on veut les arrêter, donc on peut penser à dénaturer l'enzyme, c'est-à-dire dénaturer l'enzyme par une action de la température, mais pas en baissant la température, mais en l'augmentant. Alors, je ne sais pas donc, si vous connaissez un peu ce que c'est qu'une enzyme. Alors, c'est à vous de me dire, je vous écoute. Alors, je Un répète. ensemble des protéines. Oui, c'est un ensemble des protéines. Oui, ça peut être plusieurs protéines, mais c'est généralement donc une seule protéine. Donc, en fait, ça peut être, donc, il y a des enzymes donc, qui présentent plusieurs sous-unités, donc, mais il y a souvent donc, des enzymes qui ne sont constituées que d'une seule protéine. Donc, une protéine, donc, vous savez ce que c'est un ensemble, c'est une succession d'acides aminés, donc c'est ce qu'on appelle un polymère. Donc, et ce polymère-là, il peut se replier sur lui-même pour, en fin de compte, former une structure tridimensionnelle, donc très précise, de topologie très précise, c'est-à-dire sa forme dans l'espace, il est très précise. Alors maintenant, si cette forme-là dans l'espace, donc il va lui conférer donc ses caractéristiques et ses propriétés catalytiques, et on parle d'enzymes. Alors maintenant, donc ce repliement, donc pour que cette succession, pour que ce polymère d'acide aminé se replie, donc pour former donc cette structure tridimensionnelle, donc ça se fait essentiellement par des liaisons très faibles, c'est-à-dire des interactions entre les acides aminés, mais ce n'est pas des liaisons covalentes, c'est des liaisons très faibles, donc des liaisons hydrogènes dans la majorité des cas. Alors ces liaisons hydrogènes, donc en fait, c'est quelque chose qui est détruit par la température. Donc voilà, vous avez compris. Donc si on élève la température, donc cette structure, ces liaisons hydrogènes donc, sont détruites et par conséquent, donc cette structure tertiaire de l'enzyme, elle est défaite. Et s'il est défaite, on parle de dénaturation de l'enzyme et par conséquent, donc l'enzyme n'a plus la capacité de catalyser donc les réactions chimiques. Donc voilà pourquoi, dans certains cas, donc pour des enzymes, pour des réactions biochimiques, on peut penser à élever la température pour bloquer la réaction complètement. Bien, alors maintenant, donc on peut aussi y avoir des réactions un peu particulières, donc c'est-à-dire donc des réactions donc qui se font juste avec l'oxygène. On parle d'oxydation, donc dans ces réactions-là, donc il faut juste enlever l'oxygène ou ne pas le laisser au contact de votre échantillon. Alors là, il y a deux manières de faire. Donc soit vous enlevez tout l'air au contact de votre échantillon et on parlera de conservation sous vide, c'est-à-dire vous allez faire le vide autour de votre échantillon, et c'est ce qu'on appelle déconservation sous vide. Donc, soit il faudra remplacer donc, tout l'air qui contient l'oxygène au contact de votre échantillon, il faudra le remplacer par un autre gaz qui ne contient pas d'oxygène et qui n'est pas l'oxygène, mais qui ne va pas réagir avec votre échantillon. Bien sûr, donc si vous le remplacez par un gaz qui va avoir des réactions avec votre échantillon, vous n'avez rien fait. Alors maintenant, il faudra le remplacer par un gaz qu'on appelle inerte. Donc, c'est souvent le cas de l'azote. Donc, c'est-à-dire, vous enlevez l'air, vous mettez de l'azote, et c'est l'azote qui va être au contact de votre échantillon. Comme ça, vous allez empêcher donc le contact d'oxygène avec votre échantillon et vous allez empêcher donc les réactions d'oxydation.
Alors, il y a d'autres méthodes donc, de conservation. Donc, c'est tout simplement priver votre échantillon du milieu réactionnel. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il y ait un milieu réactionnel. Alors, ça, c'est très simple, enfin c'est relativement simple, et tout le monde le faisait depuis l'Antiquité. Donc, c'est enlever l'eau qui est dans votre échantillon. Alors, ces molécules-là qui vont réagir, donc ils sont solubles dans l'eau, dans votre échantillon. Alors, c'est dans cette eau-là qu'ils nagent en quelque sorte pour se rencontrer, pour réagir. Si vous enlevez l'eau, donc bien sûr, donc ces molécules-là vont rester en quelque sorte limitées dans leur mouvement, et par conséquent, donc, il n'y aura pas de réaction chimique. Alors, enlever l'eau, vous savez ce que c'est, donc c'est le séchage tout simplement, c'est-à-dire que vous allez sécher votre échantillon. Alors, ceci, donc, vous pouvez le sécher de deux manières. Alors, le séchage, c'est une évaporation de l'eau, c'est-à-dire c'est une transformation de phase de l'eau, donc qui passe de l'état liquide à l'état gazeuse. Alors ça, on vous l'a expliqué, vous l'avez appris, donc qu'il est sous la dépendance de deux paramètres, qu'il va dépendre de la température, mais également de la pression. Alors si vous faites ça à pression atmosphérique, il faudra élever la température donc aux environs de 100 degrés pour que votre eau donc s'évapore, et que pour sécher votre échantillon, mais vous pouvez le faire autrement, c'est-à-dire vous pouvez le faire à des températures beaucoup plus basses, c'est-à-dire vous pouvez évaporer votre eau à des températures très basses en jouant sur la pression. Alors maintenant, est-ce qu'il faut augmenter la pression ou diminuer la pression pour sécher un échantillon à température ambiante? C'est-à-dire, donc on est à 20 degrés, vous voulez quand même enlever l'eau qu'il y a dans votre échantillon, et enfin, on va dire donc un fruit, vous voulez analyser un fruit, donc ça contient de l'eau. Vous savez qu'une manière de le conserver pour qu'il ne soit pas altéré, pour qu'il ne soit pas modifié, pour que sa composition chimique reste intacte, donc il faudra enlever l'eau qu'il contient pour empêcher les réactions chimiques qui vont pouvoir se passer là-dedans. Alors, vous savez donc que vous pouvez élever la température pour sécher, donc vous dites non, ça c'est pas possible parce que en élevant la température, donc ça risque d'altérer la composition de mon échantillon, c'est-à-dire ça risque de dégrader ou de favoriser des réactions dans mon échantillon, donc ça je peux pas faire, mais je peux faire autrement, c'est-à-dire enlever toujours l'eau, donc c'est-à-dire sécher, mais à température ambiante ou à température même très basse, inférieure à la température ambiante. Alors, mais en jouant sur la pression. Alors maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez augmenter la pression ou la diminuer? Augmente la pression. Monsieur, il faut augmenter la pression. Augmenter la pression. Alors, très bien. Donc, c'est que vous avez tout faux, c'est que vous n'avez rien compris de tout ce qu'on vous a expliqué les années passées. Donc, au contraire, donc, il faudra abaisser la pression. C'est-à-dire, donc, il faudra évaporer à des pressions beaucoup plus basses. C'est à des pressions beaucoup plus basses que la pression atmosphérique que l'eau s'évapore à des températures beaucoup plus basses que 100 degrés. Donc, à pression atmosphérique, donc l'eau s'évapore à 100 degrés, mais en dessous de la pression atmosphérique, donc si vous êtes à des pressions beaucoup plus inférieures que la pression atmosphérique, l'eau s'évaporera à des températures même de 0 degré. C'est-à-dire, il passera directement de la glace, de l'état solide à l'état gazeuse. Donc, on parle de sublimation. Alors, donc, cette technique-là, qui permet le séchage, qui permet l'évaporation de l'eau de votre échantillon à des pressions très faibles. Donc, c'est ce qu'on appelle la lyophilisation. Alors, rappelez-vous bien, donc, que ce n'est pas en élevant la pression, mais en la diminuant. Plus vous diminuez la pression, plus vous pouvez évaporer, plus vous pouvez faire passer donc, de l'état liquide à l'état gazeux à des températures beaucoup plus basses que ce qui se passe à la pression atmosphérique. Bien. Alors, on a parlé donc
de tout ça, donc on a parlé donc qu'il faudra échantillonner, il faudra que ce soit représentatif et il faudra prendre toutes ces précautions pour qu'il n'y ait pas de modification, pour qu'il n'y ait pas d'altération dans votre échantillon. Il faudra que votre échantillon soit correctement conservé. Bien. Alors maintenant, si on revient à cet échantillon, vous avez un échantillon, donc je reviens sur l'exemple que je viens de donner à l'instant, c'est-à-dire, donc vous avez pris un fruit, donc n'importe lequel, donc vous avez pris une fraise par exemple, vous voulez analyser donc quelque chose dans la fraise, c'est-à-dire combien de sucre, combien de vitamines, peu importe, ça contient. Alors vous avez prélevé donc correctement vos fraises, donc vous avez fait en sorte que votre échantillon soit représentatif, et puis donc vous avez pris toutes les précautions pour que votre échantillon ne soit pas altéré, que les caractéristiques de votre échantillon ne soient pas altérées, donc entre le temps où vous avez prélevé votre échantillon et le temps de votre analyse. Alors maintenant, supposons que vous voulez analyser donc une vitamine, la vitamine A dans votre échantillon. Vous voulez, donc la question qui vous est posée, c'est combien de vitamine A il y a dans votre échantillon. Et supposons que vous connaissez la méthode, vous savez que voilà, donc c'est l'astuce, c'est-à-dire que vous allez utiliser pour dire combien de vitamine A il y a dans votre échantillon. Ça, vous le savez, vous le connaissez. Donc, il y a la méthode, vous avez la méthode, vous avez votre échantillon. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a à faire? Alors, vous allez vous en rendre compte en toute évidence qu'en fait, que vous ne pouvez pas prendre vos fraises, vos fruits, peu importe lesquels, donc ici on parle juste de fraises comme exemple, vous ne pouvez pas les prendre et les mettre quelque part dans une machine et ça va vous donner combien de vitamine A, par exemple, ça contient. Donc, ça n'existe pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment faire? Je vous écoute. La solubilisation de l'échantillon. C'est-à-dire? C'est-à-dire? On doit analyser cet échantillon. Mais c'est ce qu'on essaie de faire, mademoiselle. La question maintenant, donc, elle est vous. Mettez-vous dans une situation pratique et dites-moi comment vous allez pouvoir faire cette analyse. On extrait le composé qu'on veut analyser. Comment? On extrait le composé qu'on veut analyser. Voilà, exactement. Et qu'est-ce que ça veut dire extraire le composé que vous allez analyser? Il faut l'isoler des autres composés dans l'échantillon. Oui. On le sépare des autres composés. Donc voilà, donc votre composé que vous voulez analyser, donc il est à l'intérieur donc de votre fraise. Alors votre fraise, donc c'est quoi? C'est un tissu végétal, c'est-à-dire des cellules. C'est à l'intérieur de des cellules de ce fruit-là qu'il y a donc en fait donc l'échantillon enfin qu'il y a l'élément que vous voulez analyser. Alors maintenant, puisque vous ne pouvez pas analyser donc votre échantillon directement, donc en fait, il faudra aller isoler, c'est-à-dire tout simplement aller chercher donc l'élément à partir donc du tissu végétal. C'est ce qu'on appelle l'extraction. D'accord? C'est bon? C'est ce qu'on appelle extraire. Donc, il faudra aller isoler, donc aller chercher, isoler, faire sortir donc cet élément pour le récupérer en fin de compte dans un solvant. Et en fait, ce que vous allez analyser par la suite, donc c'est plus votre fruit, mais ce que vous avez retiré, ce que vous avez isolé, ce que vous avez extrait de votre fruit. Donc, et on parle d'extrait tout simplement. C'est-à-dire, il faudra
réaliser une extraction. Alors maintenant, ça c'est déjà une étape. Alors parfois, donc c'est même pas suffisant, c'est-à-dire en faisant ça, vous n'allez pas aller chercher votre vitamine à l'intérieur de votre fraise ou de votre pomme, ou peu importe, dans un échantillon, par exemple végétal. Donc vous ne savez pas faire, donc il y a beaucoup de molécules, différentes familles, vous avez des sucres, vous avez des acides aminés, donc vous avez des protéines, vous avez des polysaccharides, vous avez des lipides. Alors maintenant, donc quand vous allez aller chercher cette molécule-là, quand quelqu'un tout à l'heure a parlé donc de solubiliser, donc quand vous allez essayer d'extraire donc cette molécule, donc en fait vous pouvez également extraire en même temps, vous allez également extraire en même temps d'autres molécules. C'est-à-dire ce que vous allez récupérer comme extrait, donc ce n'est pas quelque chose qui va contenir juste ce que vous voulez analyser. Donc ça, on ne sait pas faire. Souvent, les méthodes d'extraction, donc c'est des méthodes qui vont récupérer, solubiliser un tas de molécules de différentes familles, donc ils vont se retrouver toutes ensemble dans votre extrait. Donc, et maintenant, donc c'est pas suffisant. Donc cette étape-là, ce que vous avez récupéré, donc ça ne contient pas uniquement ce que vous voulez analyser. Donc à travers cela, donc ce que je veux vous expliquer, que c'est déjà une bonne chose, c'est déjà une étape de se dire tiens, maintenant donc je ne peux pas analyser directement mon échantillon, mais je peux aller chercher, essayer en tout cas de chercher la molécule qui m'intéresse dans mon échantillon, de la faire sortir, de l'isoler. Donc c'est ce qu'on appelle l'extraction. Mais vous avez compris, donc maintenant le problème, c'est que cette extraction, elle n'est jamais spécifique. C'est-à-dire en essayant d'extraire, d'isoler une molécule, il y a toutes les autres que vous allez avoir ensemble dans le même extrait. Alors, après cela, donc il faudra se débrouiller donc, pour séparer. Donc il y a une étape d'extraction, il faudra qu'il y ait d'autres étapes où vous allez essayer d'isoler maintenant pas de votre matériel végétal par exemple, donc pas de votre matériel végétal, vous n'allez pas essayer d'isoler cette molécule, mais vous allez essayer de l'isoler de votre extrait. Maintenant, vous avez votre vitamine qui est avec des sucres, qui est avec des acides aminés. En fait, elle est avec tout ce qui est soluble dans le solvant que vous avez utilisé. Alors maintenant, vous allez essayer maintenant de séparer un peu tout ça. Donc, il y a plusieurs techniques de séparation. Et une fois que cette séparation, en fait, l'objectif de cette séparation, c'est d'essayer de purifier un maximum votre extrait. C'est-à-dire, en quelque sorte, pour que dans votre extrait, il n'y ait que la molécule, que la substance qui vous intéresse. Donc ça, bien sûr, c'est l'idéal, donc d'avoir 100% donc, de pureté de votre extrait, c'est-à-dire qu'à la fin, dans votre extrait, donc il n'y a que ça, il n'y a que la molécule que vous voulez analyser. Parfois, donc, les techniques d'analyse demandent de ça. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas faire votre analyse sur votre substance qu'une fois que vous êtes arrivé à une pureté de 100% ou une pureté qui avoisine les 100%, c'est-à-dire à 99%, ce que vous avez maintenant dans votre extrait, c'est que la substance. Alors, vous avez peut-être deviné dans quel cas on a besoin de ça. Donc, si, par exemple, donc, vous êtes en train d'isoler de nouvelles molécules, vous ne savez pas ce que c'est, et vous voulez donc les identifier, élucider leur structure, etc. Bien sûr, ce que vous voulez récupérer, sur quoi il faudra travailler, ce n'est pas un mélange. Tant que vous avez un mélange de molécules dans votre extrait, vous ne pouvez pas procéder à une identification chimique de la molécule, parce que vous n'en avez pas que ça, vous en avez d'autres. Vous en avez également d'autres à l'intérieur. Donc, il faudra aller vers une pureté de plus en plus élevée jusqu'à une pureté et de 100%. Alors, heureusement, beaucoup d'analyses ne nécessitent pas un tel niveau de purification, c'est-à-dire vous pouvez procéder à votre analyse même si votre molécule est dans votre extrait
avec d'autres molécules, c'est-à-dire qu'elle n'est pas la seule, mais vous pouvez quand même faire votre analyse. Donc, et on va avoir ça donc, en détail dans le chapitre prochain. Bien, alors maintenant, mais ce qui est important maintenant, c'est que vous compreniez cette étape. Donc, il y a impossibilité d'analyser directement votre échantillon. Il faudra aller chercher ce que vous voulez analyser, c'est-à-dire l'extraire. Parfois, ce n'est pas suffisant. Il faut essayer de se débrouiller pour que ça soit un peu plus pur, c'est-à-dire que ça contient un peu plus de votre substance et que vous éliminez les autres substances que vous avez extraites en même temps. Et ce n'est que à ce moment-là que vous pouvez procéder à votre analyse proprement dite, c'est-à-dire soit identifier ce que vous avez, soit déterminer la quantité de ce que vous avez. Donc, rappelez-vous, donc, au tout début, donc, j'ai bien parlé donc, d'une analyse quantitative et d'une analyse qualitative. Donc, en tout cas, c'est à ce moment-là que vous pouvez procéder à une détermination quantitative, c'est-à-dire tout simplement un dosage de ce que vous avez dans votre extrait. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Oui, monsieur. Bien. Alors maintenant, donc, il y a tout ça. On va essayer donc par la suite de voir donc ces techniques de séparation, ces techniques de détection, ces techniques d'identification et ces techniques de dosage. Mais pour le moment, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire on va juste s'arrêter à ce premier niveau qui est l'extraction. Alors, pour aller chercher une substance à l'intérieur d'un échantillon. Alors, vous avez un fruit, ça c'est un exemple, donc vous pouvez avoir un morceau de viande, c'est-à-dire du muscle, vous pouvez avoir autre chose, vous pouvez avoir du sol, par exemple, vous pouvez avoir les feuilles d'une plante, peu importe. Vous avez un échantillon, ce que vous voulez analyser, il est à l'intérieur de cet échantillon, donc il faudra aller le chercher, l'isoler, le faire sortir, donc il faudra l'extraire. Alors bien sûr, donc pour l'extraire, donc il faudra utiliser quoi? Il faudra utiliser un solvant, c'est-à-dire quelque chose dans lequel votre substance va se solubiliser. Alors maintenant, donc je vais revenir à un exemple peut-être plus simple. Donc si on vous propose d'aller chercher donc, les sucres qu'il y a dans un fruit, les sucres qu'il y a dans les dattes, par exemple. C'est ça ce que vous voulez analyser. Évidemment, on revient toujours au même problème. Donc, vos dattes ne sont pas analysables directement. Vous ne pouvez pas mettre ça dans un appareil pour que ça vous donne combien de sucre ça contient. Vous voulez extraire le sucre, c'est-à-dire le faire sortir de votre matériel végétal pour avoir un extrait. Vous l'avez aussi compris, donc je viens de le dire. Donc, il faudra utiliser un solvant qui va permettre cela. Alors, par exemple, dans le cas des sucres, qu'est-ce que vous allez utiliser? Si vous voulez aller chercher les sucres qu'il y a dans un tissu végétal, par exemple, peu importe, ça peut être un fruit, ça peut être une graine, ça peut être autre chose. Monsieur, ajoutez le feeling. Ajouter quoi? Le feeling. J'ai pas compris. Liqueur de Felling. Quoi? Liqueur de Felling. L'ajouter à quoi? Rajouter cette liqueur de feeling à quoi? La rajouter à quoi? Donc, vous avez juste du matériel végétal, donc vous avez donc un fruit, peu importe lequel. Ce qui vous intéresse, c'est d'essayer de voir, les sucres que ça contient. Alors, vous avez compris que vous ne pouvez pas procéder ça directement sur votre fruit, donc il faudra aller extraire tout d'abord les sucres. Alors, ces sucres, vous allez les extraire avec quoi? Avec de la liqueur de Féline?
Oui, monsieur. Et vous avez appris ça où? Ben, ça n'existe nulle part, ça. Donc, la liqueur de Fellini, c'est pas un solvant. La liqueur de Fellini, c'est un réactif. Donc, c'est pas un solvant. C'est pas avec. On va utiliser l'eau? Voilà, tout simplement. Donc, voilà pourquoi l'eau. Parce que le sucre peut se mélanger à l'eau. Pas se mélanger, il peut se solubiliser dans l'eau. Donc, voilà. Donc, là, c'est là où je veux en venir. C'est qu'en fin de compte, pour aller extraire une substance, vous ne pouvez pas le faire qu'avec un solvant dans lequel votre substance est soluble. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas extraire des sucres, par exemple, avec de l'éthanol. Donc, quoique, il y a certains sucres qui sont solubles dans l'éthanol, mais pas tous les sucres. Donc, ça, vous ne pouvez pas le faire avec de l'éthanol. Vous ne pouvez pas le faire certainement avec de l'hexane, par exemple. Donc, parce que tout simplement, vos sucres ne sont pas solubles dans l'hexane. Alors maintenant, l'idée ici, c'est que cette extraction, c'est-à-dire aller chercher ces molécules dans un tissu, ça ne peut se faire qu'avec un solvant dans lequel les substances sont solubles. Alors maintenant, j'inverse la chose. Si ce qui vous est demandé, c'est d'aller analyser les lipides qui sont dans votre fruit. Vous avez une pomme, par exemple, donc même si ça n'a pas l'air, donc ça contient quand même des substances lipidiques. Alors une pomme, c'est un ensemble de cellules. J'espère que ça vous le savez. Et que les cellules, donc ils ont des membranes, et que toutes ces membranes, en fait, ils sont constituées de lipides. Alors vous savez que là-dedans, donc il y a des lipides. Ça, vous le savez. Alors maintenant, la question qui vous est posée, c'est d'aller chercher ces lipides dans votre échantillon. Est-ce que vous pouvez utiliser l'eau? Est-ce que c'est avec l'eau que vous allez aller chercher les lipides qu'il y a dans votre échantillon? Non. Non, parce que vous le savez, donc les lipides ne sont pas solubles dans l'eau. Donc, si vous mélangez votre eau avec votre pomme, donc jamais vous allez pouvoir récupérer les lipides de votre échantillon dans l'eau, parce qu'ils ne sont pas solubles dans l'eau, tout simplement. Bien. Alors, j'espère que vous avez compris que cette extraction donc, ne peut se faire qu'avec un solvant dans lequel la substance qui vous intéresse est soluble. Et que cette extraction, en fin de compte, c'est une question de solubilisation. Vous allez utiliser un solvant pour récupérer une substance, et cette récupération, en fait, c'est une solubilisation, c'est-à-dire ce qu'il y avait dans votre échantillon. Maintenant, vous allez le solubiliser dans votre solvant et après récupérer votre solvant. Et c'est dans votre solvant maintenant qu'il y a cette substance et c'est sur votre extrait donc que vous allez travailler par la suite, c'est-à-dire tout ce que vous allez faire par la suite, donc vous allez le faire sur cet extrait-là, vous n'allez plus travailler donc sur ce qui reste de votre matériel végétal, c'est-à-dire le reste de vos pommes, de vos fraises, de votre matière végétale, de vos feuilles ou n'importe, ou de votre muscle, donc c'est pas ça sur lequel vous allez travailler, donc vous allez utiliser de l'eau pour récupérer, par exemple, pour récupérer les sucres qu'il y avait dans votre tissu végétal. Et maintenant, donc, les sucres, ils sont solubles dans votre eau. On parle d'extrait et c'est sur ça que vous allez travailler. Donc, s'il s'agit de mettre des opérations de purification pour arriver donc à une meilleure pureté, donc c'est sur votre extrait que vous allez le faire. Donc, s'il s'agit donc de faire un dosage, c'est sur votre extrait que vous allez le faire. Bien. Alors maintenant, donc, dans cette étape-là,
il y a juste une petite chose parfois qui est difficile à imaginer pour les étudiants. Alors maintenant, ce que vous avez dans votre solvant, ce que vous avez dans votre extrait, comment, à partir de ça, vous allez nous dire, vous allez pouvoir dire combien de cette substance il y avait dans votre échantillon. Alors, je reviens ici à un exemple pratique. Alors, la question qui vous est posée, par exemple, donc c'est combien de sucre il y a dans votre pomme, dans les pommes, ou dans une variété de pommes, dans un certain type de pomme, à une certaine période, par exemple, peu importe. Donc, vous avez cette question-là. Vous allez utiliser du solvant pour extraire des sucres. Vous avez opté pour l'eau, vous avez dit, tiens, l'eau, donc c'est un bon solvant pour les sucres, donc l'eau solubilise le sucre, donc je vais mélanger donc, de l'eau avec ma pomme, et les sucres qu'il y avait dans la pomme vont se solubiliser dans l'eau, je vais récupérer l'eau, et je vais faire mon dosage sur mon extrait, donc c'est-à-dire donc, sur ma solution aqueuse. Alors maintenant, donc, ce que vous allez trouver dans cette solution aqueuse, dans cet extrait, comment vous allez revenir pour que ça vous donne la quantité qu'il y avait dans votre pomme. C'est une réflexion toute simple, donc c'est un problème tout simple. C'est-à-dire, en fin de compte, il faudra que la totalité de ce qu'il y a dans votre échantillon, maintenant qu'il soit dans votre extrait. C'est-à-dire, si vous avez 100 molécules de sucre dans votre pomme, après l'extraction, il faudra que les 100 molécules soient dans votre extrait. Comme ça, quand vous allez faire votre dosage, quand vous allez faire votre détermination sur votre extrait, vous allez trouver qu'il y a 100 molécules et vous allez conclure quoi? Vous allez conclure que ces 100 molécules, c'est ce qu'il y avait dans votre pomme. Alors, bien sûr, tout ça, ça se fait d'une manière beaucoup plus précise que ça. Donc, ça, c'est les principes que j'explique. C'est-à-dire, il faudra que vous partiez d'une masse déterminée, connue de votre pomme. C'est-à-dire, vous vous dites, tiens, je vais faire mon expérience sur 1 kilo de pommes. Et je vais récupérer, par exemple, 1 litre d'extrait. Alors maintenant, donc, les choses donc, sont beaucoup plus précises. Donc, vous allez, ce qu'il y avait dans 1 kilo de vos pommes, ce qu'il y avait comme sucre dans 1 kilo de votre pomme, supposons qu'il y a 10 grammes de sucre. Alors, les 10 grammes, donc, vous allez les retrouver dans 1 litre de votre solvant quand vous allez faire votre dosage. Donc, vous allez trouver 10 grammes, par exemple, et vous allez conclure que dans 1 kilo de pommes, il y avait combien? Il y avait 10 grammes de sucre. J'espère que je me suis fait comprendre, que vous avez donc compris donc c'est quoi ce petit problème devant lequel donc généralement certains étudiants ont du mal à faire la transition. C'est-à-dire en fait vous allez supposer que votre extraction est complète. C'est-à-dire, vous allez supposer que tout ce qu'il y avait dans votre matériel végétal est maintenant présent dans votre extrait. C'est uniquement comme ça que vous pouvez à la fin dire que voilà ce que j'ai trouvé ici, c'est exactement ce qu'il y avait dans mon échantillon. Et c'est comme ça que vous allez répondre à la question qui vous est posée, c'est-à-dire combien de substances, d'une substance sucre, acide aminé ou autre, vitamines, etc., qu'il y avait dans votre échantillon. C'est-à-dire vous allez supposer que votre extraction, elle est complète. C'est-à-dire tout ce qu'il y avait dans votre échantillon, vous l'avez récupéré dans votre... vous l'avez récupéré dans votre solvant. Bien, alors ça, je vais y revenir tout à l'heure. Alors maintenant, donc, on va aborder un cas particulier. C'est-à-dire dans certains composés, ils ne sont pas modifiés par la température, donc ils ne sont pas modifiés par des réactions chimiques, mais ils sont modifiés par le pH. Alors ça, vous le savez, donc
une des molécules qui est modifiée par l'action du pH, ce sont les enzymes. Ces enzymes-là, si jamais c'est ça ce qui vous est demandé, de déterminer quelles sont les enzymes, ou quelle est l'enzyme, ou quelle est l'activité d'une enzyme dans un tissu végétal, et vous savez que ça c'est extrêmement important dans le monde biologique, parce que dans le monde biologique, tout est biochimique en fin de compte, tout ce qui se passe là-dedans, donc il est catalysé par des enzymes, et ça représente un volet énorme dans la biochimie. Et donc, en fait, tout ça repose sur des actions d'enzymes. Alors, quand vous voulez étudier ça, donc souvent, vous avez recours à isoler ces enzymes-là. Il faudra aller les extraire elles aussi, mais là, il y a une particularité. C'est qu'en fait, ces enzymes-là, donc, ils sont très sensibles au pH, c'est-à-dire, donc, si le pH changent, donc ils sont à l'intérieur de vos cellules, parfois ils sont à l'intérieur des organites cellulaires, c'est-à-dire à l'intérieur des mitochondries, à l'intérieur des chloroplastes, donc s'il s'agit d'une cellule végétale, ou à l'intérieur donc d'autres organites cellulaires. Donc, et s'ils sont à l'intérieur de ces organites cellulaires ou bien juste à l'intérieur des cellules, dans le cytoplasme, ils sont dans des conditions bien particulières. Donc, en fait, le pH, pardon, donc le pH à l'intérieur même des cellules, il n'est pas le même dans les organites cellulaires, c'est-à-dire le pH à l'intérieur de la mitochondrie, donc ce n'est pas le même que celui dans le cytoplasme, etc. Et encore plus, donc quand vous allez extraire, donc vous faites votre solvant, donc peut-être qu'il n'a pas le pH adéquat, c'est-à-dire le bon pH. Et ça risque de détériorer donc que votre enzyme que vous voulez extraire. Mais ça risque également de dénaturer ou de détruire d'autres molécules donc qui sont sensibles au pH. Donc il n'y a pas que les enzymes, mais dans le monde biologique, donc c'est essentiellement donc ces structures-là, donc qui sont extrêmement sensibles au pH. Donc il faudra faire attention à ce moment-là que le milieu de votre extraction, c'est-à-dire le solvant de votre extraction, donc, et il faudra qu'il ait un pH qui garantit donc une récupération intacte d'enzymes fonctionnelles. Bien. Maintenant, à cela s'ajoute un autre problème. C'est-à-dire, donc, si vous voulez récupérer donc, ces enzymes, alors je viens de le dire, donc ces enzymes peut-être, donc ils sont à l'intérieur des cellules, ils sont parfois à l'intérieur des organites cellulaires. Alors maintenant, pour les récupérer, donc il faudra ouvrir, détruire, donc en fait, tout ça, c'est-à-dire détruire l'intégrité des tissus, détruire l'intégrité donc des organites cellulaires, c'est-à-dire en fait les casser en quelque sorte, les ouvrir. Alors en faisant ça, en ouvrant les organites cellulaires, en ouvrant les cellules, on fait tout le contenu de ces organites va se mélanger au contenu des autres organites, va se mélanger au contenu du cytoplasme, va se mélanger au contenu de l'apoplasme, c'est-à-dire de l'espace, de ce qui était à l'extérieur des cellules. Je viens de le dire, donc en fait, tous ces compartiments, ils n'ont pas le même pH. Alors, ce qui vous intéresse, par exemple, c'est une enzyme mitochondriale, alors en voulant l'extraire, donc il faudra aller casser donc ces structures-là, c'est-à-dire casser la structure de la mitochondrie pour la faire sortir. Et en faisant ça, donc en fait, cette enzyme qui était dans des conditions bien particulières de pH va se retrouver maintenant mélangée à ce qui était dans le cytoplasme. Et ce n'est pas le même pH, et ça risque de la dénaturer. Alors, chose bien sûr qui n'est pas souhaitable, ce n'est pas ce que vous voulez. Donc, vous voulez bien récupérer votre enzyme dans des conditions, dans de bonnes conditions. Alors, vous avez compris, en fait, pendant ces extractions, l'isolement de ces substances sensibles au pH, il faudra se débrouiller pour qu'il n'y ait pas de modification de pH, de changement de pH, de variation de pH par rapport au pH que vous voulez
le pH de qui garantit donc de bonnes conditions pour l'extraction de votre substance. Alors ça aussi, donc comment faire? Donc ça aussi, on vous l'a déjà expliqué, vous l'avez déjà eu, c'est qu'il faudra utiliser un solvant, des solutions qui vont résister aux variations de pH. Alors, comment on appelle ces solutions? Comment appelle-t-on ces solutions? Une solution tampon. Exactement. Donc, c'est ce qu'on appelle tout simplement les solutions tampons. Alors, maintenant, vous avez compris que ces solutions tampons, tout simplement, ce sont des solutions qui résistent aux variations de pH. C'est-à-dire, si vous utilisez ces solutions pour l'extraction, même si donc il y a un contenu de la mitochondrie qui est un peu plus acide que le contenu du cytoplasme, le pH de votre milieu ne changera pas. Parce qu'en fait, ce que vous utilisez, c'est une solution tampon, et cette solution tampon a comme propriété de résister aux variations de pH, c'est-à-dire de garder son pH initial intact, même si vous lui rajoutez un peu d'acide ou un peu de base. Alors donc, comme définition, donc on fait tout simplement donc ces solutions tampons, donc en fait ce sont des solutions qui résistent aux variations de pH. Alors dites-moi maintenant donc si vous avez donc les diapos que vous pouvez voir les diapos. Oui. Non? Oui. Oui, monsieur. On voit. Alors donc, c'est quel diapo que vous voyez? Les étapes d'une analyse chimique. Non, c'est pas ça. C'est bon maintenant? Oui. Oui, monsieur. Bien. Alors maintenant, donc, vous avez compris donc, l'utilité de ces solutions tampons. Donc ça, vous l'avez déjà eu dans votre cours de chimie générale. Donc j'espère que vous vous en rappelez. Donc en fait, il y a des solutions, on peut préparer des solutions qui ont cette propriété de résister aux variations de pH. C'est-à-dire, si vous allez essayer de faire varier le pH de ces solutions-là, donc ça ne va pas être facile. Alors, vous allez faire varier le pH de ces solutions-là comment? Donc, ça, c'est très simple. Donc, soit en essayant d'ajouter des acides. Alors, normalement, si vous ajoutez des acides, donc le pH va baisser, va diminuer. Si vous ajoutez une base, le pH va augmenter. Alors maintenant, ces solutions, ils ont cette particularité de résister aux variations de pH, c'est-à-dire vous allez essayer d'ajouter de l'acide, donc le pH ne va pas changer, leur pH ne va pas changer. Vous allez essayer d'ajouter donc des bases et également donc le pH ne va pas changer, donc ils gardent leur pH initial. Alors vous en avez différents types de solutions tampons et chacune, donc généralement il est constitué d'un acide faible et de sa base conjuguée. C'est comme ça qu'on les forme, qu'on les prépare en mélangeant des acides faibles et leurs bases conjuguées dans différentes proportions. En les mélangeant dans différentes proportions, on a donc des solutions tampons à différents pH, c'est-à-dire s'il y a plus d'acides faibles et moins de bases conjuguées, vous avez un pH plutôt acide. Donc, et si vous avez si vous avez mis plus d'acide et moins de bases, vous avez un pH plus élevé. Donc, c'est ce que vous avez devant vous dans la diapo. Donc, 3 exemples de solutions tampons, donc le tris HCl. Et vous voyez qu'en fait que le pH, c'est pas un pH déterminé, donc c'est une
fourchette de pH, c'est un intervalle de pH. Donc, pour les solutions tristes HCl, ça peut aller donc de 6,5 jusqu'à 9,7. Donc, ça dépend de quoi? Ça dépend de la quantité de tris que vous avez mis donc, et de la quantité d'HCl. Donc, si vous avez mis beaucoup plus d'acide, vous aurez donc un pH aux environs de 6,5. Et si vous avez plus de base, donc vous aurez un pH beaucoup plus élevé de 9,7. Mais à chaque fois, quelles que soient les proportions de cet acide ou de cette base, donc si vous avez une solution tampon triche HCl donc de 9,7, donc il va quand même essayer de résister aux variations de pH. Si vous avez préparé également une à pH 6,5, il va résister au pH. Sauf qu'il va résister au pH dans toute cette zone-là. C'est-à-dire entre 6,5 et 9,7, entre un pH de 6,5 et 9,7. Donc, ce système tampon, donc, il présente ce qu'on appelle un pouvoir tampon, c'est-à-dire il a cette propriété, il garde cette propriété de résister aux variations de pH. Alors ici, vous avez un tampon phosphate, dans lequel, donc, qui peut offrir une zone tampon entre 5,6 jusqu'à 8. Donc, c'est la même chose que je viens d'expliquer, c'est-à-dire, donc, quel que soit le pH dans cette zone-là, donc, en fait, ce système-là présentera une propriété de résister aux variations de pH. Donc, c'est-à-dire, si vous avez préparé une solution tampon phosphate qui a un pH, par exemple, de 7, donc ça, c'est possible ici, en jouant sur les proportions de l'acide et de la base. Donc, si vous l'avez donc préparé donc, à un pH 7, donc si vous ajoutez un acide, donc ça ne va pas trop changer. Si vous ajoutez une base, ça ne va pas trop changer. Donc, ça a un pouvoir tampon. Donc, voilà. Donc, une solution tampon, vous avez maintenant compris donc c'est quoi? Donc, c'est des solutions qui résistent aux variations de pH. Vous avez également compris pourquoi on les utilise. Donc, quel est l'intérêt à utiliser des solutions tampons? C'est qu'on veut extraire quelque chose qui risque d'être détérioré, altéré par l'effet du pH. Et on ne veut pas que ce pH donc, soit modifié. On utilise des solutions tampons. Comme ça, on sait que même lors de l'extraction, s'il y a quelques acides qui s'ajoutent, donc le pH ne va pas changer. Donc, s'il y a quelques bases qui s'ajoutent, le pH ne va pas changer. On sait que ce pH-là ne bougera pas dans la zone de votre système tampon. Alors, donc, c'est ça, donc, ces solutions tampons. Alors, maintenant, donc, il y a autre notion, c'est la notion du pouvoir tampon. Alors, je viens de vous expliquer qu'en fait, que toutes ces solutions-là, que tous ces systèmes tampons, là, vous en avez juste un exemple de 3, mais il y en a beaucoup plus que ça. Alors, tous ces systèmes tampons, en fait, ils offrent un intervalle dans lequel ils présentent ce pouvoir tampon. Ce n'est pas un pH déterminé, donc, mais c'est un intervalle. Et avoir donc un pH à l'intérieur de cet intervalle-là, ça dépend des proportions de l'acide et des proportions de la base que vous avez utilisées pour la préparation de votre système tampon. Alors, donc, à l'intérieur de cet intervalle-là, donc, ce système, il présente cette capacité à résister aux variations de pH, c'est-à-dire il présente ce qu'on appelle un pouvoir tampon, sauf qu'il n'est pas le même dans n'importe quel pH à l'intérieur de cet intervalle-là. Ce pouvoir tampon, il n'est pas le même. Alors maintenant, il faut peut-être tout d'abord essayer d'expliquer ce que c'est qu'un pouvoir tampon. Alors, vous pouvez déjà deviner ce que c'est. Donc, en fait, par pouvoir tampon, on va désigner donc, cette capacité de votre système tampon à résister aux variations de pH, c'est-à-dire est-ce qu'il va résister beaucoup ou peu ou très peu, etc. Alors, comment faire pour évaluer donc, ce degré de résistance aux variations de pH? C'est-à-dire, on va essayer en fait de faire varier le pH et on va voir jusqu'à quel point il va résister. Et on parle de pouvoir tampon.
et vous pouvez le lire devant vous dans la diapo. Donc, en fait, il est défini, ce pouvoir tampon, il est défini comme la quantité d'acide ou de base qu'on va rajouter à ce système tampon pour faire varier son pH d'une unité. Alors maintenant, si vous avez un système qui résiste beaucoup aux variations de pH, c'est-à-dire qu'il y a un pouvoir tampon élevé, les quantités d'acide ou de base que vous allez devoir rajouter avant qu'il change, avant que son pH change d'une unité, est-ce qu'ils sont faibles ou élevés? Est-ce que Monsieur élevé. vous avez compris ce dont je parle? Donc, vous avez un système tampon. Alors, il a cette propriété-là de résister aux variations de pH. Sauf que tous les systèmes tampons, déjà, ils n'offrent pas la même résistance aux variations de pH. Et pour un système tampon donné, donc, en fait, ça dépend de là où vous vous placez dans la fourchette, dans la zone tampon. C'est-à-dire tous ces systèmes-là, ils ne sont pas tampons à tous les pH. Donc, ils offrent un pouvoir tampon dans un intervalle bien déterminé et un intervalle bien sûr de pH déterminé, c'est-à-dire mettons entre 5 et 9 pour un système. Ce système-là, il n'a pas le même pouvoir tampon à 5, à pH 5. Il n'a pas le même pouvoir tampon à 9, il n'a pas le même pouvoir tampon à un pH de 8, ni à 7, ni à 6. Donc, ça va différer à l'intérieur de ça. Donc, chaque système tampon a un certain pouvoir tampon. Et ce pouvoir, en fait, c'est cette capacité à résister aux variations de pH. Alors, comment on l'évalue? C'est tout simplement c'est qu'on va se dire que cette capacité, il va être reflétée par la quantité d'acide ou de base qu'il faudra rajouter à un système donné, à un système tampon donné, pour lui faire varier son pH initial d'une unité. C'est-à-dire si par exemple le pH initial de votre système tampon est 6, si vous rajoutez de l'acide, il faudra aller chercher quelle est cette quantité d'acide que vous allez rajouter pour que le pH change de 6 jusqu'à 5. Donc, en rajoutant de l'acide, donc le pH va diminuer. Mais comme votre solution va résister, donc il faudra une certaine quantité d'acide pour que ça diminue jusqu'à 6. Alors, vous prenez un autre système tampon, donc il y a un pH initial, par exemple, de 7. Vous pouvez vous poser toujours la même question. Vous voulez évaluer donc son pouvoir tampon. Et là, donc, il s'agit de déterminer la quantité d'acide qu'il va falloir pour ce nouveau système pour lui faire changer donc son pH initial d'une unité. Donc, c'est-à-dire quelle est la quantité de cet acide qu'il faudra donc rajouter à ce système-là pour que son pH passe de 7, par exemple, à 6. Et ça diffère d'un système tampon à un autre système tampon. Alors, avant d'avancer, est-ce que cette notion de pouvoir tampon est claire pour tout le monde? Oui. Bien. Alors, bien sûr, donc en fait, cette quantité d'acide, donc c'est pas une quantité en masse, c'est pas une quantité en volume, c'est une quantité en équivalent, c'est-à-dire c'est quelle est la quantité d'équivalent d'acide, c'est-à-dire de proton H+, ou d'ion OH- que vous allez rajouter à combien de votre solution tampon? À 1 litre de votre solution tampon pour que son pH varie d'une unité. Alors, si vous avez compris donc cette notion de pouvoir tampon, alors maintenant cette quantité d'acide ou de base, il n'est pas évalué, il n'est pas donné en volume, c'est-à-dire vous n'allez pas dire qu'il faudra que je verse ou que je rajoute à ma solution tampon 1 litre ou 2 litres ou 5 millilitres ou 10 millilitres de mon acide ou de ma base. Non. Donc, vous allez tous le convertir en équivalent, c'est-à-dire quelle est la quantité d'équivalent que je vais rajouter à mon système pour que ça change de pH. Et sur quel volume de votre solution tampon? Sur 1 litre. Donc, c'est ce qui est précisé dans la définition du pouvoir tampon. Bien, c'est très simple, donc c'est pas compliqué. Donc, mais si jamais vous avez
un problème donc à saisir cela, donc vous pouvez donc je peux vous réexpliquer cela, donc soit par si vous me posez la question individuellement ou y revenir si le temps le permet. Bien. Alors maintenant, je continue donc ces rappels. Alors, maintenant, dites-moi si vous arrivez à avoir donc une feuille. Oui, monsieur. Donc voilà. Donc, Monsieur. maintenant, donc, on va essayer donc maintenant donc de se rappeler un peu des choses qu'on vous a déjà expliquées. Donc en fait, un acide faible, donc on peut le schématiser comme étant AH, donc un donneur de protons H+, donc qui va se dissocier en équilibre pour donner des protons H+, et, et sa base conjuguée à moins. Et tout ça, en fait, se fait jusqu'à un certain équilibre. Alors, pour cela, on définit donc une constante d'équilibre qui est en fait le rapport des produits des concentrations des protons H+ et de la base conjuguée sur la forme non dissociée. Alors, tout ça, ça vous rappelle des choses, j'espère. Oui ou non? Alors, dites-moi, donc, tout ça, donc, en fait, c'est des choses toutes simples que vous avez vues depuis votre lycée et que certainement, donc, vous avez vues, donc, également dans vos cours de chimie générale. Alors, maintenant, donc, il y a cette constante de dissociation qui est spécifique à chaque acide faible. Donc, chaque acide faible, donc, il va se dissocier donc, en proton H+, et en base conjuguée jusqu'à l'équilibre, et ça va s'arrêter, c'est-à-dire les concentrations en H+, ou en H3 ou plus, et les concentrations de la base ne changeront plus, et la concentration également donc, de la forme non dissociée ne changera plus dans votre solution. Donc, on parle d'équilibre, donc c'est la notion d'équilibre. Alors, puisque c'est comme ça, donc on définit une constante qu'on appelle la constante d'acide ou la constante d'équilibre, de dissociation à l'équilibre, donc qui n'est rien d'autre en fait que le rapport entre la concentration des formes dissociées par rapport à la forme non dissociée. Et cette constante, elle est spécifique à chaque acide faible ou à chaque base faible. C'est bon? Est-ce que c'est clair? Oui. Bien, alors Oui, à monsieur. partir de là, donc ça va devenir tout simple. Donc vous introduisez donc le logarithme donc sur cette équation, ça vous donnera le logarithme de Ka, donc qui est le logarithme donc de la concentration H+ moins donc le logarithme d'un produit, donc c'est une différence moins le logarithme de la concentration de là-bas, pardon, c'est un plus. Donc, et le logarithme du rapport, c'est la différence des logarithmes. C'est bon? Oui, monsieur. Bien. Alors, à partir de ça,
d'accord, pour que ça vous fasse donc moins logarithme de la concentration en H plus ou en H3 ou plus, moins logarithme de la concentration de la base conjuguée, plus le logarithme de la forme non dissociée. Alors, ce qui m'intéresse ici, donc, c'est de faire ressortir donc, ce logarithme de la concentration en H+. Alors, vous avez deviné pourquoi. Donc, en fait, parce que le logarithme de la concentration de proton H+, donc c'est quelque chose qui se rapproche du pH. Donc, le pH, c'est quoi? C'est moins logarithme du proton, de la concentration en proton H+. Donc, en fait, le pH donc, de cette solution-là, c'est quoi? C'est le logarithme de la concentration de la base moins le logarithme de la concentration de la forme dissociée plus le logarithme de du quart. Alors maintenant, donc on fait le moins logarithme du quart, donc c'est le P, c'est le PK. Alors ici, donc si on veut avoir toujours le PK, donc on va mettre moins PKA ici, et là, ça vous va donner le logarithme d'un rapport de la forme, des formes de la base conjuguée sur la forme dissociée moins le pK. Donc, on fait le pH, donc ça va revenir donc à être égal au logarithme du rapport donc, de la base conjuguée sur la forme non dissociée moins le pK. Et ça, c'est l'équation de Anderson. Donc ça, donc c'est juste des rappels, donc que vous normalement vous devez déjà connaître. C'est bon? Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Alors, maintenant, on revient sur la diapo. Donc, c'est ce que vous voyez. Alors, dites-moi, donc, je reviens sur les diapos avant de continuer. Donc, dites-moi, est-ce que c'est ce que vous voyez? Non, monsieur. Non. Non? Non, monsieur. Oui, on va maintenant, monsieur. Donc voilà, donc ça arrive. Donc voilà, donc c'est juste le récapitulatif donc, de ce que je viens d'expliquer. Donc je l'ai fait à la main pour que vous puissiez suivre. Donc et tout ça, donc en fait, donc ça vous donne donc la relation d'Anderson qui vous donne le pH qui est égal en fait au pKa de votre acide plus le logarithme donc en fait du rapport de la forme dissociée de votre base sur la forme non dissociée. Alors tout ça, en fait, nous amène à une autre chose. Donc, en fait, si on essaye de modifier donc, le pH d'une solution tampon, donc vous avez ici donc, son pH
initial, vous avez donc son pH initial, donc, et puis donc, vous allez essayer de modifier son pH, donc en le faisant augmenter par un ajout d'une base, par exemple de soude, de NaOH, ou vous pouvez le faire diminuer en rajoutant donc un acide. Alors, vous voyez déjà que ça c'est pas une droite. Donc, ce n'est pas du tout une droite. Si c'était l'eau, par exemple, est-ce que vous voyez le curseur? Donc, parce que moi, donc, en fait, je suis sur la diapo, je vois pas ce que vous voyez. Est-ce que vous arrivez donc à suivre avec le curseur de mon ordinateur, donc si je le fais bouger? Oui, monsieur. Donc, Monsieur. donc, ça arrive instantanément. J'espère que s'il n'y a pas de retard donc, par rapport à ça. Alors maintenant, donc voilà, donc vous voyez donc que c'est pas une droite, donc c'est une courbe aplatie, donc et plus elle est aplatie, plus donc ça veut dire que ça résiste. Donc si c'était une droite horizontale comme ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez rajouter des volumes de soude et le pH ne va pas changer. Vous allez rajouter donc autant d'acide que vous voulez et le pH ne va pas changer. Donc plus donc c'est une courbe donc qui se rapproche de l'horizontale, plus la résistance au pH de votre système est élevée et plus donc ça se rapproche donc de la verticale, donc plus donc en fait vous avez un système qui ne résiste pas aux variations de pH. Est-ce que ça c'est clair pour vous? Oui, monsieur. Donc voilà, c'est très bien. Donc en fait, pour un système tampon, donc l'évolution donc de la variation du pH, donc en rajoutant de l'acide ou de la base, donc il est de cette sorte-là. Et vous avez compris que plus la courbe donc se rapproche de l'horizontale, ça veut dire tout simplement donc que votre système donc a un pouvoir tampon très élevé, et plus ça se rapproche de la verticale, donc plus ça veut dire que votre système ne résiste pas du tout aux variations de pH. Alors maintenant, qu'est-ce que vous remarquez? Qu'en fait, que là où il est le plus proche donc de l'horizontale, donc c'est à ce point-là. C'est autour de ce point-là. Vous avez donc des pointillés ici donc pour une ligne horizontale. Donc, et vous voyez que c'est à ce niveau-là que la courbe se rapproche un maximum de la ligne horizontale. Donc, en fait, c'est à ce niveau-là que votre système donc, a le pouvoir tampon le plus élevé. Et il se trouve en fait que ce système, que à ce niveau-là. Donc en fait, ça correspond à la valeur du pH du pKa. C'est la valeur du pKa. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un système tampon donné, a le pouvoir tampon le plus élevé à quel pH? Au pH du pKa de son acide faible. C'est-à-dire, si vous prenez le tampon phosphate, donc vous avez un acide faible là-dedans, et le pouvoir tampon le plus élevé, vous l'aurez au pH qui correspond au pKa. C'est tout ce que ça veut dire, cette courbe-là. Et au pKa, ça veut dire quoi? À ce niveau-là, vous avez quoi? Si vous revenez donc à l'équation d'Anderson, en fait, pour avoir le pH égal au pKa, ça veut dire que tout ça devra être égal à 0. Et un logarithme est égal à 0. Quand est-ce? C'est quand c'est le logarithme de 1 qui est égal à 0. C'est-à-dire quand vous avez les concentrations de la base faible sont égales aux concentrations de l'acide dissocié. Est-ce que vous me suivez ou pas? Oui, monsieur. Donc voilà, donc c'est au pKa de l'acide faible que vous avez le pouvoir tampon le plus élevé pour un système tampon, et vous avez ça, vous arrivez au pKa en fait quand les concentrations de la base conjuguée sont égales aux concentrations de la forme non dissociée. Donc tout ça, donc vous pouvez le retrouver facilement en réfléchissant un minimum
à l'équation d'Anderson et vous pouvez également s'en rappeler. Donc, si vous avez en tête donc, cette équation, cette courbe de variation de pH d'un système tampon. Alors, ces systèmes tampons, donc, ils sont de différents types. Et pour un système tampon donné, donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez avoir différents pH en jouant quoi? En jouant sur les quantités d'acide et les quantités de base. Ici, donc, vous faites, c'est la base, Na2HPO4 et KH2PO4, donc c'est la forme acide. Donc, et ça, donc on fait déjà donc, le système tampon phosphate, on le forme en mélangeant deux composés, Na2HPO4 qui va jouer le rôle de la base et KH2PO4, donc qui va jouer le rôle de l'acide. Alors, ça dépend des proportions que vous mélangez. Vous prenez par exemple 10 millilitres d'une solution Na2HPO4 qui est à 0,066 molaires et vous la mélangez à 19 millilitres d'une solution du KH2PO4 à 0,066 molaires. Tout d'abord, est-ce que vous voyez donc les diapos? Oui. D'accord. Alors maintenant, donc, si vous mélangez donc, ça à cette proportion-là, ça va vous donner un pH de 5,6. Et vous êtes toujours dans la zone tampon dans lequel donc, ce système-là, le système tampon phosphate résiste aux variations de pH. Et vous avez un pH de 5,6. Alors maintenant, en augmentant les quantités d'acide, c'est-à-dire en augmentant les quantités d'acide, ici, donc quand vous allez mettre 189 millilitres de Na2HPO4 et en augmentant les quantités de la base, Na2HPO4, donc c'est bien la base, donc si en mettant 189 ml de cette base et juste 11 ml de la forme acide KH2PO4, vous avez un pH beaucoup plus élevé, donc vous avez un pH de 8. Donc, et entre 5,6 et 8, donc vous avez un certain pouvoir tampon. Et la zone tampon, toute la zone tampon, pour ce système-là, il est comprise entre 5,6, entre un pH de 5,6 et 8. Alors maintenant, est-ce que vous pouvez, avec ce système-là, avoir un pH inférieur à 5,6? Oui, monsieur. Oui. Alors, en mettant moins de base et plus d'acide. Sauf, c'est quoi le problème? Le problème, si vous faites ça, vous n'êtes plus dans la zone tampon. Donc, votre système n'aura aucun pouvoir tampon, tout simplement. Alors maintenant, là aussi, est-ce que vous pouvez avoir avec ce système-là un pH supérieur à 8? Oui, vous pouvez l'avoir. Il suffit de mettre plus de base et moins d'acide. Mais si vous faites ça, vous allez tomber sur une zone où ce système-là n'a plus aucun pouvoir tampon, c'est-à-dire vous allez obtenir une solution qui ne résiste plus aux variations de pH. Alors, donc, le pouvoir tampon, la zone tampon, pour ce système-là, il est entre 5,6 et 8. Donc, un pH 5,6 et 8. Et dans cette zone de tampon, donc en fait, ce n'est pas toujours le même pouvoir tampon. C'est-à-dire cette solution-là, quand vous allez préparer une solution à un pH 5,6, donc il ne va pas résister de la même manière que si vous avez préparé une solution avec un pH de 6,8 que si vous avez préparé une solution avec un pH 8. C'est-à-dire le pouvoir tampon lui-même, il varie, il est différent à l'intérieur de la zone tampon. Il est maximal, je viens de l'expliquer, dans pH. Alors, quelqu'un, s'il vous plaît, donc quelqu'un, il doit arrêter son micro.
Bien. Alors, vous suivez, donc en fait, dans toutes ces zones-là, ce système a un certain pouvoir tampon, mais qui est différent. Donc, le long, dans toute cette zone-là, il n'est pas le même. Il n'est pas le même à 5,6, il n'est pas le même à 8. Donc, il est maximal. Donc, au pKa de l'acide faible de ce système tampon, c'est ce qu'on vient de voir. Donc, d'après l'équation d'Anderson, et également, donc c'est ce qui est illustré dans la courbe d'évolution donc de la variation du pH d'un système tampon, et ce n'est pas le même, mais l'allure de la courbe, donc elle est toujours la même. Ici, donc c'est un autre système tampon. Peu importe. Donc, mais la règle, elle est la même, il reste général. Bien. Alors maintenant, donc vous avez compris, donc j'espère, donc ce que c'est qu'un système tampon, comment on le prépare, quelle est son utilité, et puis donc pour un système tampon, c'est quoi un pouvoir tampon, et à quel moment et dans quelles conditions on obtient donc des pouvoirs tampons les plus élevés. Alors donc ça, c'est une précaution généralement donc qu'on observe, donc et qu'il faudra observer lorsqu'on veut extraire, isoler donc des substances qui risquent d'être dénaturées par des variations de pH. Alors, une de ces substances-là, donc les plus connues, donc ce sont les enzymes. Les enzymes, donc à chaque fois que vous allez récupérer, extraire une enzyme pour l'étudier, donc il faudra faire attention donc à ce que le pH ne change pas. Et pour ce faire-là, il faudra utiliser des solutions tampons. Et bien sûr, il faudra utiliser la solution tampon qui convient le mieux au pH optimal donc, de votre enzyme. Bien. Alors maintenant, vous pouvez également donc avoir recours donc à d'autres analyses. Donc c'est pas toujours donc une analyse donc d'enzymes et qui nécessite d'autres précautions. Alors on a parlé donc de toutes les précautions donc avant donc concernant donc les réactions chimiques. Alors maintenant, votre analyse peut ne pas être une détermination donc de concentration ou d'activité d'enzyme. Donc ça peut être autre chose, ça peut être juste une observation d'un tissu végétal ou d'un tissu animal, peu importe. Donc. Alors en fait, vous savez donc en fait que les cellules donc peuvent changer de volume, c'est-à-dire ils peuvent absorber plus d'eau ou moins d'eau, c'est-à-dire être turgescentes ou plasmolysées. Alors ça, pour les cellules végétales, donc c'est moins problématique parce qu'en fait, les tissus végétaux, les cellules végétales, ils ont une paroi pectocellulosique donc, qui les protège. Alors, ce n'est pas le cas des cellules animales. Alors, si jamais donc, vous voulez observer, étudier un tissu animal, il faudra se débrouiller pour que les cellules donc soit dans des conditions isotoniques, c'est-à-dire dans des conditions qui ne vont ni provoquer une sortie d'eau de ces cellules, c'est-à-dire donc des conditions de plasmolyse, ni des conditions qui vont faire entrer d'eau dans ces cellules-là. Alors vous savez donc que ces échanges d'eau, donc c'est ce qu'on appelle l'osmose, et qui dépendent en quelque sorte donc des concentrations à l'intérieur et à l'extérieur des cellules, ce mouvement d'eau, pour que cette eau rentre dans les cellules ou sorte des cellules, donc ça dépendra des concentrations donc à l'intérieur des cellules et à l'extérieur des cellules. Alors maintenant, pour que ces cellules-là donc gardent un volume intact, c'est-à-dire pour qu'il n'y ait pas ni rentrée d'eau ni sortie d'eau, il faudra les mettre dans des milieux dont la concentration est exactement la même que celle dans les cellules. Sinon, vous pouvez le faire exploser. Surtout les cellules animales, ils n'ont pas de paroi. Donc, si vous les mettez dans un milieu hypotonique, c'est-à-dire un milieu dont la concentration est inférieure, l'eau continuera à rentrer dans les cellules jusqu'à les faire éclater. Et ça, je pense que vous l'avez déjà observé, vous l'avez déjà vu dans TP. Donc, d'un TP classique d'hémolyse. Alors, l'hémolyse, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un s'en rappelle? Non? L'hémolyse est une absorption excessive d'eau par la cellule.
Quelle cellule? La cellule animale. Quelle cellule animale? Donc, le cellule animal, donc il y en a plusieurs. Alors, en fait, c'est un éclatement, l'hémolyse, c'est un éclatement des hématies, donc des globules rouges. Donc, si les globules rouges du sang, vous les mettez dans un milieu hypotonique, donc ils vont gonfler d'eau, ils vont absorber énormément d'eau jusqu'à ce qu'ils éclatent et en fait, toute l'hémoglobine qu'il y avait à l'intérieur va sortir donc de ces cellules, c'est ce qu'on appelle l'hémolyse. Alors, tout ça, en fait, pour vous rappeler que pour observer donc des tissus, donc il y a des conditions particulières. Il faudra faire attention à cette question d'isotonie, c'est-à-dire il faudra les placer dans des milieux qui ne va pas les faire éclater, des milieux qui ne vont pas les faire plasmolyser, c'est-à-dire les placer dans ce qu'on appelle les solutions physiologiques. C'est des solutions physiologiques, ce n'est rien d'autre qu'une solution qui a la même osmolarité, c'est-à-dire la même concentration en sel, la même force ionique que celle des cellules. Et c'est généralement des milieux qui contiennent 9 pour 1000 de NaCl. C'est-à-dire cette isotonie-là, par rapport aux cellules animales, on l'atteint avec des solutions qui contiennent 9 grammes de sel de NaCl, par exemple, par litre. Donc, c'est ce qu'on appelle des solutions isotoniques ou des sérums physiologiques. C'est-à-dire quand le sérum physiologique aussi, donc qu'on administre aux patients dans un hôpital, ce n'est qu'une solution qui a la même osmolarité. Donc, ça peut être des solutions de glycose, ça peut être des solutions juste de sel, mais qui sont à la même concentration que celle du sang. C'est-à-dire en l'injectant dans le sang, donc vous n'allez pas risquer un éclatement de vos globules, de vos cellules sanguines. Alors, donc cette osmolarité d'isotonie, donc c'est quelque chose qui est offerte par une solution, c'est-à-dire c'est quelque chose équivalent à une solution de NaCl qui contient 9 grammes de NaCl par 1000. Donc, ou si on parle osmolarité, donc ce sont des solutions qui sont autour de 300 milliosmoles. Donc, c'est leur concentration. Donc, ça, c'est un cas particulier, donc relatif donc, à l'observation, à l'étude des tissus, surtout des tissus animaux. Bien. Alors, on va arrêter là. On va arrêter là, mais pour reprendre la prochaine fois donc, sur l'extraction proprement dite. Alors, pour cela, donc, je vais vous inviter donc, à réfléchir sur quelque chose de très banal, donc que vous faites chaque jour chez vous. Alors, chaque jour chez vous, peut-être vous préparez du café à partir de grains de café, donc ce n'est pas à partir du café soluble, mais à partir de grains de café. Oui, vous le faites ou pas? Oui, monsieur. Alors maintenant, donc ça, ce que vous faites, ce n'est qu'une extraction de caféine que vous faites à partir de ces grains-là. Alors, vous avez utilisé un solvant qui va solubiliser votre caféine. Donc, sinon, si vous utilisez un autre solvant, donc ce n'est pas possible. Donc, vous utilisez de l'eau. Alors maintenant, donc, en fait, les questions auxquelles il faudra réfléchir, dans cet exemple, en fait, banal, donc, de notre vie quotidienne, mais qui est enfin une extraction. Alors, vous allez réfléchir pourquoi vous le faites sur du café moulu, c'est-à-dire vous allez moudre votre café, c'est-à-dire vous allez écraser vos grains de café, vous ne le faites pas sur des grains entiers. Pourquoi vous chauffez votre eau? Et puis, donc, à une autre question, est-ce que, par exemple, vous avez essayé de préparer votre café, donc ce qui reste, le marc de café, c'est-à-dire la poudre de café qui reste à partir de la première extraction de votre café, si vous remettez de l'eau dedans, est-ce que vous allez encore extraire quelque chose ou pas? Alors, ça dépend des cas. On va y revenir la prochaine fois. Donc, mais généralement, vous pouvez encore extraire un peu de caféine donc à partir de cette poudre-là. Ça veut dire que la première extraction n'était pas complète. Alors maintenant, comment rendre une extraction complète?
Alors, la première, donc, trois peut-être questions ou quatre. Alors, la première chose, pourquoi il faudra partir d'un matériel divisé, c'est-à-dire du café moulu, donc quelque chose que vous avez écrasé, moulu pour que ça devienne des petits grains. Ça, c'est la première question. La deuxième question, donc, pourquoi vous le faites à température élevée? Pourquoi vous ne le faites pas avec de l'eau froide? La troisième chose, donc, pourquoi donc, il restera toujours un peu de votre substance dans la matière que vous avez déjà extraite? Et comment faire pour avoir une extraction totale, c'est-à-dire que la totalité de votre caféine dans vos grains de café, comment se débrouiller pour avoir la totalité. Alors maintenant, donc, je vous invite donc à réfléchir à toutes ces questions. Donc, ça va faciliter donc, beaucoup donc, la séance, la compréhension donc, de différents aspects qu'on va aborder à propos de l'extraction la prochaine fois. Donc, voilà, donc on arrête là et bon courage. Allez, au revoir, donc et à la prochaine.